Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Si vous voulez bien, on va démarrer cette séance du Conseil du mardi 2 février. Merci d'être présents de façon un peu tôt pour la soirée, puisque voilà, on est quand même sur des mesures un peu Covid. Et donc, on va essayer aussi de ne pas terminer trop tard. On a un joli programme, mais on va y arriver. Avant de démarrer le conseil, vous avez bien tous signé, bonsoir, la feuille de présence. Le quorum est atteint. Et puis, je ferai le point sur les pouvoirs. On va désigner une secrétaire de séance et ça va me permettre de l'accueillir parce que c'est son retour et on est ravis. Donc, bonsoir Émilie. Et on va nommer Émilie Pilard, secrétaire de séance. De lecture. Ce sera à l'unanimité, ce sera un bon retour. Et donc, tu auras comme mission de relire le procès verbal et de le valider avec moi. Et les services. Voilà, si vous voulez bien, on va commencer. Avant de prendre l'ordre du jour, juste vous dire et partager avec vous un moment un peu plus difficile, mais qui concerne particulièrement les agents, si je puis dire. Hier, à Angers-Loire Métropole, on a fait une minute de silence par rapport à un agent de la fonction publique territoriale d'Angers-Loire Métropole qui a eu un accident pendant son travail d'astreinte samedi et qui est décédé dimanche à 42 ans. Voilà, c'est pour dire que personne n'est épargné par rien et que c'est une façon de rendre un petit hommage aussi à nos agents de Loire-Othion, pour dire qu'on est conscient qu'à certains moments, voilà, on est exposés les uns les autres à des choses plus délicates. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est un accident malheureux, mais néanmoins, voilà. Donc, c'était une pensée un peu comme ça en ce début de séance. J'ai accueilli Émilie qui nous revient, pardon. Non, c'est moi, oui. Et on va... Vous avez les pouvoirs, Michel ? Ça se termine. Alors, on est filmé sur Facebook en direct. Hein, donc voilà. Donc je vous passerai les micros quand je vous passerai la parole en vous nommant. Vous n'êtes pas obligé de vous renommer derrière. Donc Isabelle Andrion donne pouvoir à Sophie Coutan, Lisa Combeau à Patrick Vrignot, Alain Ornois à Grégoire Genot. Et pour le moment, ce sont les seuls pouvoirs que nous avons. Il en viendra peut-être d'autres, mais de toute façon, le quorum est atteint. Donc, si vous voulez bien, je vous propose de prendre la séance et l'ordre du jour. Le premier point de l'ordre du jour, c'est l'approbation du compte-rendu du 5 janvier 2021. On avait eu une intervention longue et fournie de Jean-Louis Demoy et des services d'Angers-Loire Métropole avec Cyril Bader et Marc Froget sur le passage sur la gestion des déchets et entre autres le passage de la redevance à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ensuite, on avait déroulé le conseil normalement avec un dossier finance sur un avenant de la convention de gestion des eaux pluviales avec Angers-Loire Métropole, les ressources humaines avec une assurance, l'assurance statutaire du personnel et l'adhésion au contrat de groupe du centre de gestion de Maine-et-Loire. En urbanisme, on avait vu des déclassements, des cessions de terrain, des cessions de parcelles, voilà. Une prorogation des aides aux primo-excédents pour l'accession sociale. Daniel Roux avait refait le point sur le Clos de la Motte. Et la ZAC, on avait adopté le CRAC, le compte rendu d'activité de la zone des Bajubaux. Le lotissement du Grand Bois, le Gué-les-Fourneaux, même chose, le compte rendu d'activité. Et puis on avait fait un point sur l'opération Bisson-Belgantière.
Voilà, et puis on avait eu quelques informations diverses avec la distribution des colis, principalement. Voilà. Par rapport à ce compte-rendu, est-ce que vous avez des remarques? Je n'en vois pas, je le soumets donc à votre approbation. Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Il est adopté. Donc, le dossier principal de ce soir, qui se traduira aussi par une délibération, mais juste pour prendre acte, c'est le document d'orientation budgétaire, le débat d'orientation budgétaire, le DOB, que Frédéric Panier, adjoint aux finances, va vous présenter et commenter. Donc, juste avant de commencer, je redis bien que on est dans le débat d'orientation budgétaire, ce n'est pas le budget. Ce sont les orientations du budget, les grandes masses, le sens qu'on donne à ce budget, mais ce n'est pas encore le vote du budget qui, lui, n'interviendra qu'au mois de mars. Donc, il y a encore des choses qui pourront bouger d'ici là, mais ce soir, on vous présente les orientations et le sens de ce budget 2021. Frédéric, je te laisse la parole. Oh, pardon, oui, j'ai oublié la liste des arrêtés, excusez-moi, que j'ai pris... Voilà, que j'ai pris entre les deux conseils municipaux. Il y a eu la signature d'un marché de fourniture des achats de véhicules. Il a été acheté 2 véhicules, un fourgon de 12 mètres cubes et une fourgonnette pour 25 000 et 14 000 euros. La signature d'un marché de travaux sur le giratoire de la crémaillère d'argent, un marché attribué à la société Pierre Allopé. La signature d'un marché de travaux de terrassement d'évacuation de déblais, c'est la dépollution du site de l'école de Cornay, qui est un marché attribué à Luc Durand pour 45 868 euros. La demande de subvention pour la construction de locaux périscolaires et de locaux pour les LSH au sein du groupe scolaire, c'est une demande que nous avons fait auprès de l'État au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR. Le montant prévisionnel des travaux est de 438 000, la subvention sollicitée de 131 000, mais il faudra qu'on rencontre la secrétaire générale de la préfecture pour évoquer ce dossier avec elle. Et puis une délégation de signature pour une acquisition immobilière. Des régularisations d'acquisition de terrain pour les réalisations du giratoire de la RD4 avec la Croix de Bois et la Chênaie, et donc auprès de la société Ernest Turc pour un montant de 290,50 €. Voilà par rapport aux arrêtés pris dans le cadre de ma délégation. Avez-vous des questions ou des demandes de précision? Je n'en vois pas. Donc on va effectivement passer à l'heure du jour et je vais demander à Frédéric Panier, adjoint aux finances, de vous présenter ce débat d'orientation et d'animer ce débat d'orientation budgétaire. Et bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Merci Monsieur le maire. Donc effectivement le dossier ce soir concerne le débat d'orientation budgétaire. Donc c'est un document qui est présenté mais qui est obligatoire. Donc même s'il n'a pas un caractère décisionnel, c'est un document obligatoire prévu par le Code général des collectivités territoriales, dès lors que nous sommes une commune de 3500 habitants. Et donc ce débat doit être tenu 2 mois maximum avant le vote du budget. Nous avions fait donc une précédente séance, donc une première visualisation du rapport d'orientation budgétaire. Ce que je vous propose, c'est peut-être au moins sur la première partie d'aller un petit peu plus vite, parce qu'on l'a déjà vu en large quand même malgré tout. On s'arrêtera sur 2 ou 3 slides pour apporter un petit complément, parce que j'ai eu quelques interrogations, donc j'apporterai les réponses à ce moment-là. Donc là, je vous propose effectivement de dérouler. Donc c'est cette première partie que nous avions déjà vue en amont. Donc tout d'abord la capacité d'autofinancement. Donc ce qu'il faut retenir ici, effectivement, c'est quand même malgré tout, c'est une dégradation de notre capacité d'autofinancement. Donc ici sur la période 2013-2020, accentuée un petit peu plus sur les derniers exercices 2018, 2019, 2020. Donc on vous fait apparaître ici effectivement donc l'épargne brute ici également, donc voilà, donc et l'intégration bien évidemment de la commune au sein de la création de la commune de Loire-Othion bien sûr, et l'intégration au sein d'Angoulême-Moire Métropole à compter de 2018
pour certaines des compétences. Ici, donc, cet autofinancement, on l'expliquait ici, donc, pourquoi il y a cette baisse, donc une baisse des dotations, mais malgré tout, on avait un maintien des charges de personnel. Et ici, notamment sur l'exercice 2020, donc l'impact Covid, qui est rappelé ici, au niveau des dépenses. Donc, certes, on a eu des dépenses moindres du fait de la non-réalisation de ces dépenses, mais malgré tout, des dépenses supplémentaires liées directement à l'impact Covid, qu'on vous a quantifié ici, plus 70 KE. Et donc, ce qui est important aussi, c'est l'impact de la Covid sur les recettes, donc estimé à 412 000 € entre les locations de salles et les recettes, tout ce qui concerne la facturation périscolaire. Au niveau des dispositions qui pourraient intervenir sur 2021, donc la loi de finances n'impose pas de revalorisation des bases fiscales. Il y aura la mise en place à compter 2023 donc d'une taxe d'habitation pour les résidences secondaires avec une possibilité pour la collectivité de voter ce taux. Donc ça sera effectivement donc dans le cadre du budget 2023 donc une proposition qui sera faite au Conseil. Et donc à compter 2022 donc la neutralisation donc des effets de la réforme de l'ATH donc sur les indicateurs de calcul de la DGF avec une incidence possible à compter de 2022. Au niveau local, donc la fin de la convention de gestion voirie eau pluviale au 31/12/2021, donc avec des impacts éventuels à compter de 2022, donc il faudra être vigilant sur cet exercice 2021. Au niveau des politiques publiques, donc les grands axes qui ont été définis, donc une réflexion au niveau de l'éducation, réflexion autour des rythmes scolaires. Au niveau du social, la participation financière pour l'insuffisance de logements sociaux à venir, donc ça c'est quelque chose effectivement de mémoire, c'est à peu près 60-70 000 €, je crois, de mémoire, d'amende, enfin ou d'astreinte qui pourrait être mise à la contribution de la collectivité pour non-réalisation donc de logements sociaux dans la limite effectivement fixée par la loi. Parallèlement, malgré tout, en termes de logement, donc il y a des mises en œuvre de programmes d'habitat importants, donc sur l'exercice à venir. Donc il y a une slide qui présente un petit peu les programmes qui pourraient être lancés à compter de 2021. Et sur le patrimoine, donc là, je pense qu'on a été tous unanimes là-dessus. Il y a une maîtrise effectivement des coûts qui s'avère nécessaire, donc un diagnostic de certainement de nos bâtiments qui sera nécessaire en amont afin de voir un petit peu d'optimiser un petit peu notre patrimoine. Donc ici, donc ce slide, on rappelle effectivement les grands axes de la politique de notre mandature, donc à savoir la participation citoyenne, la transition écologique et la transition numérique. Un projet également qui a déjà été évoqué en plusieurs séances donc du conseil municipal, c'est le projet de piscine intercommunale. Donc à ce stade, nous en sommes effectivement qu'à la réflexion, mais ça pourrait avoir un impact si effectivement la commune de Loire-Otillon s'engageait dans ce projet, donc un impact à compter des finances 2022, donc avec un impact tant sur l'investissement que sur le fonctionnement. Oui, une question. Oui, pardon, Bernard Panneffieux. Il y aura un vote de notre conseil sur ce sujet-là. Sur la piscine ? Oui. Oui, bien sûr. De toute façon, là, on est juste dans des, dans des approches et des, un projet, au vrai sens du terme. C'est ce qui permet, entre autres, j'ai une réunion cette semaine, ce qui permet de travailler sur justement la participation de l'État ou des choses comme ça. Mais pour le moment, il y a rien. L'engagement se fera par le Conseil. Oui, bien sûr. Il se fera à deux stades, effectivement, au niveau de l'engagement. Est-ce que la collectivité s'engage dans ce projet-là? Et il se fera après, dans le cadre du vote du budget, par rapport au crédit qu'on va y inscrire. Mais, comme on l'a dit, on est bien dans un débat d'orientation. Et dernier point, donc l'ouverture potentielle du crématorium, donc prévu en 2022. Pour préparer effectivement ce document, donc il y a une lettre de cadrage qui avait été adressée en amont, donc à l'ensemble et des services et des commissions. Donc cette lettre de cadrage, donc sur le niveau du personnel, permettait donc une augmentation à hauteur de 118 000 € des charges de personnel. Par contre, en contrepartie, donc une diminution à même hauteur, donc 118 000 € sur l'ensemble des autres dépenses de fonctionnement.
Côté volet prospectif, donc on va le voir, ce qu'on va voir, c'est donc au niveau de l'évolution de la dette, donc hors nouveaux emprunts, donc par rapport au dernier emprunt qui a été souscrit sur l'exercice 2020. Situation des charges de personnel, politique de ressources humaines, évolution des subventions aux assos, évolution fiscalité ménage, évolution des dotations. Au niveau de la dette, donc là on vous rappelle effectivement sur 2015 à 2022 l'encours total de la dette, donc avec un décrochage 2020 légèrement, malgré qu'il y ait eu la souscription de l'emprunt, 2021 bien évidemment, et 2022. On vous donne quelques ratios qui vous permettent de situer la collectivité par rapport à la moyenne nationale. Donc avec une dette par habitant à fin exercice 2020 de 485 €. Ici sur cet histogramme, donc on revoit effectivement donc le niveau des encours, le niveau de la dette par habitant, le montant des emprunts souscrits et le ratio CAF brut par rapport à la dette. Ici sur cette slide, on vous fait un petit comparatif avec des collectivités appartenant donc proche d'Angers. Donc on retrouve effectivement donc outre Loire-Othion bien sûr Avrier, Les Ponts-de-Cé, Trélazé, donc des communes qui appartiennent à la communauté urbaine, à peu près donc des communes significatives en termes de population. Également donc un comparatif avec la communauté de communes Brissac-Loire-Aubance et donc au niveau des comités d'agglo entre Beaupro et Chemillé. Peut-être juste sur la slide d'avant, on est dans beaucoup de ratios, on est du bon côté. Malgré tout, il est important de regarder le produit de la fiscalité par habitant, où on est quand même beaucoup plus faible que pratiquement toutes les autres collectivités, sauf la communauté de communes ou la commune Brissac-Loire-Aubance. Voilà. Bon, c'est un point. On l'avait déjà évoqué, et donc une CAF brute aussi qui est faible. C'est plutôt quelque chose de très positif. Oui. Et ça, c'est un acquis de l'histoire. Oui, on est d'accord. Mais la fiscalité par habitant, on ne peut pas, on l'a déjà évoqué, on ne peut pas se comparer à d'autres territoires, qui ont le même nombre d'habitants et qui n'ont pas du tout les mêmes produits de fiscalité par habitant. Je pense justement à même Trélazé, Avrier, Les Ponts-de-Cé, c'est quand même nettement dessus. Ce qui dégage plus de possibilités pour ces communes et ces villes. Au niveau de l'état du personnel, donc ici cette slide, donc 187 emplois permanents, dont 62 à temps complet, 38 à non complet, pour un effectif donc qui représente 169 équivalents temps plein. Donc les dépenses de personnel sur l'exercice 2020, c'est la moitié, quasi la moitié donc des charges de fonctionnement, donc en deçà de la moyenne nationale. Sur l'exercice 2020, nous sommes sur un taux de réalisation de 94%. Donc certes, on n'est pas à 100%, mais bon, il y a quand même des éléments explicatifs. Des vacances de poste longues, c'est ce qui est un petit peu le fréquent. Moindre recours aux heures complémentaires et supplémentaires, donc liées à la crise. Un report de dépenses en 2021, donc c'est des choses qu'on avait vu également en conseil, les reclassements. Et donc sur l'exercice 2020, il y a également la non prise en charge de la cotisation d'assurance statutaire en 2020. Donc chose qui a été régularisée effectivement, qui sera régularisée sur l'exercice 2021. Donc le budget, donc tel qu'il a été proposé dans la lettre de cadrage, donc c'est un budget prévisionnel 2021 donc sur l'ensemble des charges de personnel de 7 333 000, soit une augmentation de 118 000 €, donc 1,6%. Donc là, les évolutions de dépenses qui expliquent les 118 000 € de dépenses supplémentaires. Donc bien évidemment, donc il y a les dépenses contraintes, donc si on peut dire, donc notamment le glissement vieillesse technicité à hauteur de 105 000 €. La mise en place à compter du 1er janvier 2021 pour les agents de statut de fonction publique de l'indemnité de précarité,
Donc une estimation de 30 000 euros. Des décisions donc prises au niveau local, donc la participation prévoyance 3 000 euros, la mise en place d'une astreinte d'exploitation 12 000 euros, et après donc des mouvements en interne, donc tout ce qui concerne les mouvements de personnel, donc c'est aussi bien des créations, donc pour renforcer certains secteurs, notamment l'urbanisme, donc il y a le secrétaire de l'urbanisme, l'instructeur urbanisme, mais également les services techniques et le service RH et culture famille. Nous avons également prévu pour des renforts en termes de saisonniers d'apprentis à hauteur de 15 000 euros, des reclassements, recrutement anticipé 66 000 euros. Par contre, donc il y aura certainement des dépenses moindres du fait de départ ou de vacances de poste, donc une estimation faite à 63 000 euros. Donc tout ceci doit se faire donc quand même malgré tout dans un cadre et notamment dans une perspective pour les années à venir sur lesquelles il faudra fidéliser effectivement les agents pour limiter le turnover. Donc c'est effectivement c'est les choses sur lesquelles il faut travailler. Engager une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au service famille et accompagner le développement des compétences numériques et managériales. Ici sur ces slides, donc c'est l'état à ce stade, mais qui n'est pas encore arrêté, bien évidemment, parce que c'est le montant des subventions qui seront accordées aux associations sera voté au moment du budget. Donc, mais vous voyez ici à ce stade qu'au niveau de la proposition, il y a un montant sollicité par les associations à hauteur de 1 336 078 euros. Donc quand même au-dessus de la limite qu'on s'était un petit peu fixé sur à savoir qu'on vous souhaitait au moins arriver sur le montant initial de 2020. Donc là voilà, donc encore une fois, ce n'est que provisoire, puisque bien évidemment donc les décisions ne sont pas rendues, et c'est le budget qui sera voté donc en mois de mars qui permettra de fixer le montant des subventions pour les assos. Et là, un peu en différence, vous voyez qu'il y a une augmentation signifiante quand même du côté du contrat avec la FOL pour la LSH. Il y avait eu une renégociation sur la fin du dernier mandat, mais qui se porte sur maintenant ce budget. Donc voilà, c'est l'une des principales différences avec le prévisionnel, puisque vous avez les chiffres sur 2020 et 2021, de 212 000 à 248 000. Oui, il y a deux questions. Patrick ? Oui. Ou Philippe, peu importe. Patrick Chartier. Alors, oui, j'avais une question. Là, peut-être vous avez répondu, monsieur le maire. On est prudent maintenant. Sur notamment la ligne de la FOL. Par contre, par rapport à la dernière commission, sur le budget culture, on a 10 000 euros de plus que lors de l'établissement du document. C'est juste pour comprendre l'explication. Alors, la dernière fois, c'était qu'une situation provisoire. Toutes les demandes n'étaient pas encore remontées non plus. Oui, mais comme on avait travaillé sur cette base-là, donc je voulais... Bon. Ouais. Après, voilà, il n'y a pas de question. Est-ce qu'on a... Myriam Béranger. Je pense... Baisse le micro. Ouais. Voilà. Je pense qu'on a intégré la subvention Roc et des Vaches, dont on va reparler en commission. Il y a déjà ça qui a dû être intégré en plus, qui doit être à 5 000 euros, me semble-t-il. Et les autres écarts, je vais revérifier. Je te redonne la réponse. Oui, non, mais tout de suite. Merci. Je dois avoir un mail là. Philippe Fénard. Oui, j'aurais voulu savoir au niveau du développement durable sur le FDG Don, c'est une somme identique provisoire. J'aurais voulu savoir où ça en est au niveau de destruction des frelons asiatiques avec entre le FDG Don et la SAD. De savoir où est-ce qu'on pourrait faire certainement on peut faire des économies. Il y a la même somme, donc je voulais savoir où ça en était cette convention. Très bien. Je vais passer la parole à Paul Opréa qui va te répondre sur ce sujet. Alors, c'est la même subvention au niveau du FDG Don. Et par contre, c'est une subvention comme les années précédentes qui porte sur le piégeage de ragondins, de rats musqués, des corbeaux, de renards, des fouines et les frelons asiatiques. Donc, c'est pas que frelons.
cette subvention. Et donc, il y aura une réunion avec l'ASAD et le FDG Don pour voir comment on peut fonctionner. Alors, le Covid ne nous aide pas, mais c'est prévu prochainement d'organiser une réunion. Effectivement, on va rencontrer Émile Hervé, le président de l'FGDON, pour voir un peu les pratiques et essayer d'unifier sur notre territoire et de trouver la meilleure solution par rapport au frelon asiatique. Ça va ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, on continue. Alors ici, toujours dans le volet prospectif, la fiscalité. Donc là, de la même façon, un petit comparatif pour situer la commune de Loire-Othion par rapport aux communes, des communes assez relativement importantes, de la communauté d'agglomération, Avrier, Les Ponts-de-Cé, Saint-Barthélemy, Brissac. Donc voilà, donc il y a quand même pas mal de collectivités en référence. Alors la petite précision, effectivement, c'est une remarque qui m'avait été soulevée. Au niveau du produit supplémentaire, il faudra qu'on revoie exactement le chiffre. Je pense qu'il y a une petite coquille. Bon, j'avais pas revérifié le tout, mais je pense qu'il y a une petite coquille sur l'augmentation qui est précisée si on augmentait d'1% le taux ou si on augmentait d'1 point. Donc il y a une petite, il faut qu'on vérifie ça. Mais ce qui était important, enfin le message qu'on souhaitait faire apparaître sur cette slide, c'est que on voulait un petit peu comparer aussi ce que représentait l'écart que pouvait représenter entre augmentation d'1% ou d'1 point. Voilà. Bon, et surtout aussi au niveau de l'augmentation d'1%. Donc ce serait pas 55 000 euros, on serait en deçà. Donc c'est pour faire voir aussi que le montant est relativement faible de fiscalité, de produits de fiscalité supplémentaires. Donc voilà, donc on retravaillera ça et puis on apportera cette précision-là. Simplement, donc la base de référence n'était pas la bonne. Donc au niveau de la fiscalité sur 2021, donc un rappel, donc la taxe d'habitation, il a été décidé de la supprimer, donc sur 3 ans. Donc nous arrivons donc sur la dernière année, donc avec la suppression de la taxe d'habitation pour les 20% des foyers qui ont un revenu fiscal de référence supérieur effectivement au seuil imposé par la loi. Donc ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est qu'il y aurait une revalorisation nulle des bases pour l'exercice 2021. Et donc à ce stade de la préparation du budget 2021, il est proposé de maintenir les taux de taxe foncière, donc les seuls taux effectivement pour lesquels la collectivité peut statuer, peut voter, donc maintenir les taux de taxe foncière entre le bâti et non bâti à identique, c'est-à-dire sur taxe foncière bâti un taux de 25,68 et le foncier non bâti à 43,76. Il est clair que pour tout le monde, la taxe d'habitation supprimée, c'est l'État qui l'a supprimée, bien évidemment, et qui la compense, mais voilà. Donc une simulation donc par rapport aux décisions qui pourraient être prises notamment sur les taux, donc avec un maintien des taux. Donc nous arriverions donc sur un produit 2021, donc on rappelle donc taux identique et on n'a pas pris en compte la revalorisation des bases, enfin notamment l'élargissement des bases également. Donc nous arriverons sur un produit de fiscalité de 6 79 676 €, donc à l'identique de 2020. Quand nous aurons donc les bases définitives, donc nous ajusterons bien sûr ce budget. Donc ça fera l'objet effectivement d'une décision modificative le moment venu. Tout à l'heure, on évoquait donc les programmes de logement, donc notamment donc toutes les opérations qui pourraient avoir lieu sur le territoire. Donc ici, donc c'est une photographie. Donc la commission urbanisme travaille sur la hiérarchisation effectivement, donc sur le maintien ou pas de cette projection. Donc vous voyez malgré tout que notamment 2023, 2024 et 2025, par rapport au lotissement notamment de Brun, donc il y aura un volume de logements mis sur le marché relativement important. Et sur la période 2021-2025, un total de 468 logements approximatifs. Donc l'impact de ces projections, qui pourrait être le suivant, donc en prenant en compte le fait qu'il y a une exonération de taxes foncières sur la collectivité, donc une exonération de 2 ans, l'impact financier pour intervenir dès 2024, donc avec un montant de taxes foncières supérieur de 34 000 € et puis exercice suivant également. Donc simplement pour le calcul, outre le taux de taxes foncières, il faut également réintégrer le taux du département. Donc ce qui permet effectivement donc d'arriver à ce volume de 34 000 €.
Du fait de l'exonération. C'était l'écho. Pour voir si ça fonctionne. Oui, Patrick. Oui, mais la taxe de département dont tu fais allusion, tu considères que ce sera la communauté de Loire-Otton qui va la percevoir? Oui, c'est ça. De la taxe foncière? Ouais, c'est ça. Les 21,26, le taux du département, oui. C'est ce qui est prévu, je crois, par la loi. Mais ça, c'est pas plutôt la part qui va venir compenser la taxe d'habitation? Je ne crois pas. À vérifier, mais je ne pense pas. Parce qu'en fait, alors je m'excuse que je n'ai pas retourné en arrière, mais de mémoire, l'absence de taxe foncière, elle est compensée notamment par notamment un reversement de la taxe foncière du département. Oui. Non, je me trompe? Oui. Ouais, mais ça veut dire que elle vient compenser la taxe d'habitation. Elle ne vient pas majorer la taxe foncière. C'était la raison de ma demande dans le questionnement du calcul. Parce que si effectivement vous intégrez la taxe foncière du département reversée à la collectivité, je suis d'accord. Ces chiffres-là vont être corrects. Moi, j'étais dans ma remarque qui avait été faite simplement, qui ne remet pas en cause le budget, puisque ici on est sur l'information sur les potentielles ressources. Ça ne remet pas en cause. C'était plus pour comprendre le mécanisme du calcul que vous aviez retenu. Mais on a des chiffres qui sont à moitié moins, en fait. Au final, si on ne retient compte que de la part foncière de la collectivité. Oui, dans l'élément que tu m'avais transmis, tu prenais en compte que cette partie-là. Ben, que les 25%. Que les 25%. Oui, tout à fait. Parce que, pour moi, la taxe foncière, à revérifier, je ne sais pas si on peut retourner rapidement, je ne sais pas si j'ai les éléments avec moi, mais pour moi, la taxe foncière du département, c'est ce qui permettait, entre autres, de compenser la perte de la taxe d'habitation que l'on collecte plus dorénavant. Alors, voilà, on va vérifier. On va vérifier ce point-là et puis... Je ne sais pas si on peut avoir... je vais regarder si j'ai accès à celui dernier. Donc, Myriam Béranger. Oui, je reviens sur la question tout à l'heure que tu posais, les 8 000 € par rapport à la dernière commission. Donc, il y a bien les 5 000 € pour des rocs et des vaches. Et les 3 000 €, c'est en fait, auparavant, le salon Routard, c'était les dépenses de fonctionnement qu'assurait le service. Aujourd'hui, en fait, on va verser des subventions à chaque salon, puisque chaque commune a une association qui porte le salon. Donc, voilà, c'est 3 000 €. Merci, Myriam. Frédéric, des précisions? Oui, on est bien sur la compensation de la TH, uniquement là-dessus. Donc ça vient abonder effectivement donc la taxe foncière pour compenser la perte de la TH. Oui, mais dans ces conditions, c'est pas une majoration de ressources pour la collectivité, puisqu'on a une perte de la taxe. Oui. Donc il faut être très prudent, parce que là, on pourrait laisser... Alors, voilà, c'est une appréciation. Oui, sur la ligne foncière, il y a une augmentation, mais pas globalement. On aura 34 000 de ressources supplémentaires en 2024, 25, ce qui veut dire 59, et ainsi de suite. Sauf que dans ce cas-là, on n'a pas de... Puisque normalement, sauf erreur, la taxe d'habitation, elle est figée dorénavant. La compensation de la taxe d'habitation. Oui. Si elle n'était pas figée, je suis d'accord. Mais pour le moment, elle l'est. Donc, je pense qu'on aura des ressources qu'à la hauteur de la taxe. D'accord. Mais là, on aura quand même malgré tout des ressources supplémentaires parce que c'est une ressource liée à des logements nouveaux. Ici, là, ce qui est présenté ici. Oui, je suis d'accord. C'est par rapport à notre programme immobilier. Oui, mais est-ce que pour moi, c'est à vérifier. Non, mais ça ne compense, cette ressource supplémentaire ne compense peut-être pas la perte, ce que tu dis, de la taxe d'habitation. Oui, non, mais j'entends bien qu'effectivement, on considérait dans ces conditions qu'on perçoit en complément la taxe foncière du département, c'est ça? OK. Mais est-ce que comme elle était attribuée dans le cadre d'une compensation de la TH, est-ce qu'on l'apercevra réellement? C'est ma question. Je suis pas sûr. Si? Si vous pensez, d'accord. Non, mais OK, c'est très bien. Oui, Non, mais merci de l'explication. Encore une fois, toutes les questions sont bienvenues. On est sur un débat d'orientation, donc on va néanmoins repréciser tout ceci pour être bien calés les uns les autres. Jackie Franick. Simple complément, oui, c'est ça, c'est pour compenser la perte de la taxe d'habitation. C'est pour compenser c'est pour compenser la suppression de la taxe d'habitation que les communes vont percevoir la taxe foncière qui était prélevée jusqu'alors par les départements. Oui. Sur le principe général, on est d'accord.
Oui, j'avais juste un doute, Jackie, sur le fait que ce volume de taxes foncières venait s'augmenter effectivement par rapport à la création de logements nouveaux. Pour moi, elle est restée figée sur la base de compensation initiale, c'est pour ça. Oui, d'accord. Mais non, mais oui, oui. Elle est attachée au logement nouveau. Oui, d'accord. La réponse est claire dans ces cas-là. Merci. Ici, donc, sur les autres ressources fiscales, hein, donc on vous présente l'attribution de compensation en Angers-le-Marin Métropole, le fonds de péréquation, la DSC, droit de mutation, taxe sur les pylônes électriques. Sur les droits de mutation, donc il y a une prudence hein, malgré tout sur 2021, donc on le verra un petit peu tout à l'heure, mais on reste sur un montant de 450 000 € simplement. Hein, donc si on a une bonne surprise comme on a pu l'avoir sur 2020, tant mieux. Mais à ce stade, on préfère rester prudent, quitte à ajuster le budget en cours d'exercice, hein, donc sur les recettes. On voit bien sûr sur le fonds de péréquation donc le décrochage donc qui a été opéré sur 2019, hein, donc on passe de 411 à 297. Voilà, donc cette présentation qui est faite au niveau des autres ressources fiscales. Juste, on l'avait déjà dit, mais le fonds de péréquation dont tu parles est assis, entre autres, le FPIC, là, est assis pour partie sur le potentiel fiscal des communes et notre capacité à mettre sur le marché des logements sociaux. Dans les deux cas, on est sur la fiscalité, on est plutôt assez haut dans la fourchette, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel fiscal assez fort globalement, en moyenne, hein, sur Loire-Othion. Et puis sur les logements sociaux, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, le fait qu'on n'avait pas d'obligation par commune avant d'être en commune nouvelle fait que maintenant on a une obligation de 20%. Et on peut pas l'atteindre en une fois. Il faut avoir des programmes et aller tranquillement vers. Donc on n'a pas perdu par rapport. On n'a pas eu de redistribution du FPIC alors que les autres communes d'Angers-Loire Métropole ont bénéficié d'une manne supplémentaire. Nous, on n'a pas pu, du fait de notre potentiel fiscal et qu'on ne réponde pas aux obligations de logements sociaux. Et puis, sur la slide de l'avant aussi, il y avait, par contre, ce qui est une bonne nouvelle et qu'on met un petit peu, on a été prudent sur 2021, mais c'est les droits de mutation qui correspondent aux transactions et aux ventes sur des maisons sur notre territoire. Et on était à 496 en 2018, 522, 580 en 2020. Donc il y a un dynamisme immobilier sur notre territoire qui nous ramène des ressources, ce qui est très bien, mais il y a un véritable dynamisme. La taxe des droits de mutation permet de le souligner. La taxe sur les pylônes électriques, je vous en parle pas. Ici, sur la dotation globale de fonctionnement donc versée par l'État, hein, donc ce qu'on avait déjà évoqué, donc c'est le décrochage notamment lié donc à fin de DSU, fin de DSR. Hein, donc vous le voyez effectivement sur ces slides là. Donc la DSU a compté 2024 hein, et la DSR, donc le dernier exercice, ça serait 2022. Hein, donc vous voyez, donc il y a quand même. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, effectivement, la dégradation un petit peu de notre capacité d'autofinancement, donc est liée quand même aussi en partie à ces baisses de recettes, hein, et notamment donc par rapport au versement fait au titre des dotations de l'État. Comme on est en conseil municipal officiel, je le redis, on l'a déjà évoqué, il faut qu'on se rapproche de nos parlementaires, et on a deux députés sur le territoire, Stella Dupont et Anne-Laure Blin, pour essayer de faire remonter au niveau de l'État le fait que les communes nouvelles telles que la nôtre ont parfois la double peine, puisqu'on n'a plus droit à la DSR, la dotation de solidarité rurale, puisqu'on est plus de 10 000 habitants, mais on n'a pas droit à la DSU, ou on n'aura plus droit à la DSU pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Une absence, on n'a pas suffisamment de logements sociaux, et on a un potentiel fiscal élevé. La dotation de solidarité urbaine, elle va effectivement vers les villes, je pense à Trélazé entre autres, mais les Poncé, Saint-Barthélemy, qui ont des taux de concentration de logements sociaux très importants. Donc dans les dotations, c'est bien des dotations de solidarité, soit rurales, soit urbaines, mais là on est entre les deux et la baisse des recettes sur l'ensemble du mandat est importante. Donc on va rencontrer
et demander un rendez-vous avec les parlementaires pour essayer de voir, puisque l'État a incité et poussé la création de ces communes nouvelles, voir s'il y a des régimes particuliers ou si on veut être vu, parce que sur l'ensemble du mandat, on arrivera quand même à une baisse de 900 000 euros sur l'absence de dotation ou la baisse des dotations. Ici, sur cette slide, donc un petit focus, donc pour montrer un petit peu les points forts et points faibles de la collectivité. Donc je vous laisse la lire, il n'y a pas de changement particulier, non. Donc on rappelle bien évidemment, donc en point faible, donc comme Monsieur le maire vient de le souligner, effectivement, donc la différence au niveau des dotations de l'État, qui pourrait chiffrer donc à près de 900 000 euros entre 2021 et 2024. Donc il faudra effectivement trouver des ressources supplémentaires ou trouver des économies sur le fonctionnement. Dans les points forts, le patrimoine immobilier de la collectivité, et on proposera rapidement d'y travailler pour voir ce qu'il est nécessaire de garder pour notre activité, et puis peut-être qu'il y a des choses qu'il ne faut pas conserver, ou et les bâtiments qu'on va conserver, effectivement, peut-être que Paul en parlera plus tard, mais qu'on travaille sur les charges que ça représente pour la collectivité. Maintenant, pour la construction, nous allons entamer la construction du budget primitif 2021, donc avec un point sur la réalisation. Je ne pense pas, elle n'est pas encore tout à fait définitive, elle est quasi définitive. Il doit rester peut-être encore quelques remontées de la trésorerie par rapport aux opérations qu'on a pu leur transmettre. Donc ici, au niveau des recettes de fonctionnement, donc nous serions sur une réalisation à hauteur de 15 967 172 euros. Voilà, donc avec la projection qui était sur le BP plus les DM 2020, nous étions donc à 15 millions 7 à peu près. Donc nous sommes malgré tout légèrement au-dessus. On avait ajusté effectivement dans le cadre de la dernière DM donc les recettes. Donc on avait revu un petit peu effectivement certaines recettes à la baisse, mais il y a eu quand même une bonne surprise. Donc c'était effectivement quelques recettes supplémentaires, donc qui permettent effectivement d'avoir un taux effectivement relativement intéressant. Sur 2021, on reviendra tout à l'heure dans une slide différente, mais on l'a mis ici, effectivement, pour avoir ce comparatif 2020-2021. Vous voyez que sur les produits exceptionnels, on est extrêmement prudent, ce qui est normal, puisque par définition, c'est exceptionnel, donc voilà. Sur les dépenses, de la même façon, donc une réalisation 2020 à hauteur de 14 347 511, donc, mais en dépenses nettes, donc hors amortissement, donc à peu près 13 100 000 euros. Donc on propose d'inscrire 15 millions. Voilà. Donc on vous fait apparaître effectivement donc en dessous donc de ce tableau donc le résultat budgétaire tel qu'il pourrait être. Donc à la fin de l'exercice 2020, donc un montant de recettes de 15 967 172. Ici, donc un montant de dépenses de 14 347 511. Donc nous terminions effectivement l'exercice avec un excédent comptable de 1 619 661 euros. Nous avions donc un report antérieur excédentaire lui aussi de 1 109 555. Donc ce qui permettrait effectivement d'avoir un résultat global, donc un report à nouveau de 2 729 216 euros. Et donc, comme il avait déjà été évoqué, donc nous proposerions donc une affectation de résultat à hauteur de 1 100 000 euros qui correspond globalement donc au montant de remboursement de la dette, donc au chapitre 002 excédent de fonctionnement reporté, et donc la différence 1 629 216 en investissement au niveau du chapitre 1068 excédent de fonctionnement capitalisé. Avez-vous des remarques ou des questions? Parce qu'on va passer... Enfin oui, alors... Oui, vas-y. Alors voilà, maintenant... Merci. Donc la proposition de budget 2021, donc dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire, donc un budget équilibré à 16 741 704 euros. Donc vous retrouvez donc en recette le 002 qu'on vient d'évoquer à hauteur de 1 100 000 euros. Et donc vous avez le détail par chapitre
et en dépenses et en recettes des montants qui seraient inscrits sur ces chapitres. Donc vous retrouvez aussi les 7 333 000 au niveau des charges de personnel qu'on a évoquées tout à l'heure. Et nous resterions sur ce budget pour un montant de dépenses imprévues malgré tout de 100 000 euros, hein, même si cette année donc on a eu une consommation relativement faible, 20 000 euros, donc nous laissons malgré tout une somme suffisamment conséquente hein, pour justement pallier toute difficulté en cours d'exercice. Tu commentes ta note peut-être en bas? Oui, donc s'il n'y avait pas ce report au 002, hein, l'excédent de fonctionnement reporté, hein, donc vous voyez bien, donc nous serions en déséquilibre. Hein, donc nous n'avions pas suffisamment de crédit pour équilibrer le budget hein, par rapport à notre volume de dépenses. Hein, donc ce qui permet effectivement de mener cette réflexion hein, pour l'avenir, aussi bien sur les recettes que sur les dépenses. Hein, donc augmenter nos recettes ou diminuer nos dépenses. Sur le fonctionnement, ça va? Rien de particulier? Alors, on y va pour... Oui, pardon, Patrick Chartier. Non, j'abonde dans le sens des propos de Frédéric par rapport au fait que la CAF devient quasi nulle aujourd'hui sur des recettes et dépenses réelles de fonctionnement. Et je le couple avec ton information précédente concernant la baisse des dotations de 900 000 euros qui sera attendue dans les 3 ans à venir ou 3-4 ans à venir. Ce qui laisse effectivement supposer ce que seront les budgets à venir. Et il faudra y avoir une attention toute particulière, bien entendu, sur ces éléments-là, parce qu'on n'a pas beaucoup, malgré tout, d'éléments de levier sur les recettes. Donc, il sera compliqué d'avoir des ressources supplémentaires, sauf par un élément qui ne nous plaît pas trop, c'est l'impôt. Mais ça peut être aussi au travers d'autres ressources de location. Hein, mais c'est vrai qu'il faudra sans doute qu'on soit capable de diminuer sensiblement les dépenses réelles de fonctionnement pour être certain de rééquilibrer avec une CAF et surtout de ne pas avoir comme on le disait tout à l'heure à juste titre, Frédéric, ça fait un peu budget trompe-l'œil quand on réaffecte du fonctionnement, du résultat de fonctionnement, mais parce que c'est ce qui permet de dégager là la CAF, mais il faut qu'on soit prudent dans la lecture des années futures, oui, tout à fait. Merci. On y va sur le budget d'investissement. Alors, sur le budget d'investissement, de la même façon, donc un petit focus sur la réalisation de ce budget au 31 décembre 2020. Donc, avec un volume de dépenses de 7 033 935, hein, donc effectivement, donc un volume de dépenses un peu faible, hein, on est sur les recettes, hein, effectivement, 7 033 000, donc un volume de recettes relativement faible par rapport à ce qui était inscrit au budget. Hein, donc bon, bien sûr, évidemment, il n'y a pas le 0,01, donc il faudrait le neutraliser pour avoir le comparatif exact. Ce qui est intéressant de voir malgré tout, c'est là aussi, c'est un petit focus à faire là-dessus. C'est au niveau du chapitre 13, subvention d'investissement, donc globalement 116 000 euros sur un budget de 13 millions. C'est vraiment très très faible. Hein, donc il y a un gros effort à faire par rapport à ça. Gros effort qui sera demandé bien sûr aux commissions hein, lorsqu'elles travaillent sur des projets d'investissement, de rechercher parallèlement au-delà du chiffrage de la dépense, hein, c'est rechercher un maximum de subventions. Donc en lien bien sûr avec les services administratifs, hein, bien sûr. Bon voilà, en tout cas 116 000 euros sur 13 millions, vous voyez, c'est 1%, c'est dérisoire. Ça veut dire clairement aussi, à travers ce que dit Frédéric Pagné, qu'il faut qu'on phase nos investissements le mieux possible. C'est-à-dire que ce qu'on a envie de faire l'année prochaine, eh bien, on fera peut-être que l'année d'après, si ça permet de dégager des subventions. Et il va falloir, et on y travaille déjà avec la direction des services et les services pour faire qu'effectivement on soit capable d'aller chercher le maximum de financement en dehors de notre collectivité, puisque comme tu l'as souligné, c'était sur du fonctionnement, Patrick, mais effectivement on n'a pas de marge de manœuvre. Si on veut dégager de l'autofinancement qui vient alimenter l'investissement, il nous faut faire des économies sur le fonctionnement, mais si on veut investir correctement et avoir des projets qui se déroulent bien, des beaux projets, il faudra qu'on travaille sur les subventions d'investissement. Je pense que là, on a une marge, mais ça veut dire vraiment phaser les projets dans le temps. Pour les dépenses d'investissement.
Donc une réalisation donc de 7 964 526 €, donc effectivement donc un taux d'exécution quand même assez faible. Donc il y a quand même quelques éléments qui expliquent ça, hein, notamment donc la Covid, hein, donc il y a quand même une interruption de pas mal de l'activité, hein, donc on le revoit effectivement, et donc au niveau de l'économie en général, hein, donc une immobilisation corporelle, donc on est quasiment à moitié par rapport à la prévision, hein. Et après, donc, on vous met donc le résultat, hein, de cette section d'investissement. Donc, avec, on a vu tout à l'heure, donc des recettes de 7 033 935. Ici, un volume de dépenses de 7 964 526. Donc, ce qui conclut un déficit de la section d'investissement à hauteur de 930 591. C'est la deuxième année, hein, malgré tout. Donc, on a quasiment, là, on le voit effectivement avec le report antérieur de 2 235 532. Nous n'arrivons plus qu'à un excédent globalisé de 1 304 000. On a quasiment coupé l'excédent d'investissement en deux, sur 2 exercices. Donc là aussi, réflexion à mener aussi, hein, donc sur ce même trend, nous aurions quelques difficultés, peut-être pas 2021, mais 2022. Hein, donc il y a aussi une réflexion à mener par rapport à ces éléments-là. Donc les recherches de subventions est une solution, enfin une réponse éventuelle. Après, voilà, il y aura d'autres choses aussi peut-être à voir. Dans les recettes et les dépenses, on a aussi fait du nettoyage du budget quand même, parce qu'il y avait des restes à réaliser qui étaient importants et qui ne correspondaient pas forcément, parce que vous voyez, on passe de 13 millions de dépenses à 7 millions, 13 millions prévisionnels, 7 millions réalisés, enfin 8 millions. Donc il y a eu tout un travail, et c'est pour ça qu'on repart sur des bases un peu différentes. Et on espère encore améliorer les choses et faire que le suivi des projets soit porté par les élus, bien évidemment, et les chefs de service en même temps, avec un travail conjoint pour faire qu'on colle au plus près de la réalité et non pas seulement sur des chiffres qui sont posés à un moment et qui ne se réalisent pas dans l'année, voire sur plusieurs années, puisque on a réellement, avec les services, nettoyé un peu tous ces restes à réaliser, tout ça. Pour 2021, donc l'organisation, donc on rappelle l'organisation, donc des ER, hein, donc 6 ER enveloppe régulière. Donc on va voir un petit peu dans le détail par la suite. Donc pour un montant total de 2 millions d'euros. Et donc à côté de ces ER, donc une liste de projets, donc qui seront inscrits donc sur le budget 2021. Que nous allons voir juste dans les slides suivantes. Tout d'abord, donc le budget de manière synthétique, une proposition de budget, section d'investissement. Donc un budget équilibré à 9 384 808. Je vous laisse le dire, mais vous retrouvez donc au côté recettes l'excédent de fonctionnement capitalisé qu'on a vu tout à l'heure en section de fonctionnement 1 629 216. L'autofinancement prévisionnel qui serait dégagé sur cette section de fonctionnement en 2021, donc à hauteur de 1 032 651. L'excédent antérieur d'investissement, donc cumulé, qu'on vient juste de voir, 1 304 941 €. Donc je vous laisse un petit peu lire les lignes. Alors, une petite précision effectivement au niveau des enveloppes régulières en côté dépenses, où donc nous avons donc sur la voirie, donc d'un côté vous avez 625 000 et les projets voirie de 1 50 000, ce qui fait bien effectivement 1 175 000. Nous devrions avoir bien sûr le pendant donc côté recettes, hein, le remboursement compte de tiers LM de 1 150 000. Alors pourquoi cet écart, hein? Simplement, bon, cet écart va disparaître dans la dernière version. Pour l'instant, donc nous avons un volume d'opérations qui a été proposé de légèrement supérieur de 25 000 €. Donc à ce stade, il est resté là, mais donc bien évidemment les 25 000, il y aura une économie qui sera réalisée pour arriver à 1 150 000 sur ce chapitre. Ici, à ce stade, on n'a pas mis de dépenses imprévues, hein, donc sur l'exercice 2020, il n'y a eu aucune consommation, donc il y aura peut-être une réflexion d'ici là malgré tout, pour permettre éventuellement donc à Monsieur le maire d'engager des dépenses s'il y avait besoin sur une urgence au niveau de dépenses d'investissement. Et après, donc, les éléments importants, effectivement, à retenir ici, c'est les projets, donc, prioritaires à hauteur de 1 806 000 € et des projets nouveaux, hein, donc, 2021, qui pourraient être inscrits à hauteur de 1 939 917. Ce qu'on va voir ces deux éléments-là dans les slides suivantes.
Donc bien sûr, ce budget section d'investissement se fait sans nouvel emprunt. Et après, dernier élément, donc c'est pour rebondir sur ce que Monsieur le maire, venait de préciser. Au niveau des restes à réaliser, donc un nettoyage, donc un assez gros nettoyage. Il est pas, je pense qu'on peut aller encore un peu plus, mais l'exercice 2021 permettra. Mais malgré tout, d'arriver à un niveau de reste à réaliser dépenses, simplement, si je puis dire, inscrit à hauteur de 842 449 €. Côté subventions, peut-être côté recettes, donc on a des subventions qui sont notifiées déjà à ce stade à hauteur de 400 000 €. Et voilà, donc au niveau de 2021, donc un volume de subventions nouvelles d'investissement, simplement, si je puis dire encore une fois, à hauteur de 100 000 €. Donc là, voilà, c'est typiquement sur cette ligne-là où il faudra effectivement donc bien calibrer les dossiers et ne les présenter, entre guillemets, ne les engager que lorsqu'on a bien épuisé toutes les possibilités en termes de subventions. On voit le contenu des enveloppes régulières, enfin, les masses et... Alors, au niveau des enveloppes régulières, donc un budget total de 2 millions d'euros, donc une présentation enveloppe par enveloppe, donc la voirie 650 000 €. Je vous laisse lire, je ne vais pas lire la slide dans sa totalité. Les espaces publics, 220 000 €. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, donc là-dessus, les exemples qui sont indiqués, donc c'est des propositions qui ont été faites. Donc les commissions ont travaillé, ils travailleront encore jusqu'au vote du budget sur les actions, enfin sur les opérations qui pourront être inscrites et surtout les prioriser, parce que la liste est longue, si je puis dire. Voilà, donc il y a de l'appétit, mais malgré tout, il faut prioriser pour rentrer effectivement dans chacune de ces sous-enveloppes, donc au niveau des ER. Donc les enveloppes régulières, ça n'échappe à personne, ont été vues avec les services bien évidemment, et ce sont les enveloppes qui vont permettre de fonctionner sur à la fois des choses engagées, mais surtout le quotidien, et qui se répètent tous les ans. Et c'est le poids de ces enveloppes régulières qui après nous permet de dégager des projets, une enveloppe pour les projets nouveaux, ce qu'a expliqué tout à l'heure Frédéric, et on va y revenir. Après les 4... Oui, Patrick. Oui, moi je voudrais revenir sur un sujet concernant les ER que j'ai pu évoquer en commission espace public et bâtiments patrimoine bâti. Le souhait émis de pouvoir effectivement rénover les églises avec un budget alloué de l'ordre de 200 000 € annuels sur plusieurs années, c'est ce que j'en ai en tout cas compris. J'avais évoqué, notamment si on tient compte de la slide concernant les enveloppes régulières qui précise quels sont les objets. Ils sont répartis en 6 catégories, dont les dépenses d'investissement nécessaires aux gros entretiens. Moi, j'avais proposé, pour une bonne lecture justement des enveloppes régulières, que l'on laisse ou qu'on en rajoute plus précisément des dépenses liées aux églises en enveloppe régulière, parce qu'effectivement, ce sont des charges très lourdes, mais c'est comme on le précise dans les enveloppes régulières, dépenses d'investissement, de gros travaux, d'entretien. Ma proposition, c'était, pour une bonne lecture simplement, pour différencier les projets des enveloppes régulières, c'était de remettre ce budget de 200 000 supplémentaires en enveloppe régulière. En clair, l'objet, c'était bien de garder, je crois, l'équivalent de 550 000 en bâtiment, auquel on ajoutait les 200 000 liés aux rénovations des églises, ce qui voulait dire qu'on avait des enveloppes régulières de 2,2 millions. Voilà. Alors, là encore, c'est une question de lecture, simplement. C'est pas une question de budget, parce que ça va pas majorer le budget, on est bien d'accord. Mais je trouvais que c'était plus approprié, puisqu'on parle de gros entretiens, c'était plus approprié de laisser l'entretien des bâtiments type église aussi dans les enveloppes régulières. Alors après, on est bien d'accord, c'est une question de lecture. Ça remet pas en cause une fois de plus le budget, mais je trouvais quand même que c'était plus logique dans la lecture même. Qu'est-ce qui justifierait qu'on le mette dans des projets alors qu'on est dans de la rénovation? Et on est dans de l'entretien de patrimoine. Carole Diard, adjointe au bâtiment. Le fait de le laisser en projet, c'est peut-être pour mettre en avant que dans les églises, c'est pas seulement de la rénovation parce qu'il y a des pierres qui tombent, mais dans une perspective de faire devenir les églises peut-être autre chose que du cultuel aussi. C'est comme ça que j'avais défendu le premier pré-projet de mettre les 200 000 à part pour être sur et bien identifier qu'on était sur une volonté
regarder les 7 églises de la même façon et pas raccrocher des pierres là où ça tombe parce que les enfants peuvent pas aller à l'école. Oui, mais on est bien sur l'entretien de patrimoine bâti. Oui. Donc, ce à quoi servent les enveloppes régulières. Oui, et comme on a pu mettre en projet dans le mandat d'avant aussi des choses qui étaient sur de la rénovation, la grosse rénovation, la transformation de bâtiments sans forcément en faire du neuf. Il n'y avait pas toujours que du neuf. Ouais, mais bon, c'est ma lecture des choses. Mais je trouve que la slide 32, page 32 qualifie plus ces éléments comme tels. Mais bon, après, moi, c'est pas gênant. Mais je trouvais que c'était... je remettais pas en cause, hein, au contraire, hein, puisque je maintenais bien un budget de 550 plus 200 sur le bâtiment quand même. Hein. Voilà. Je confirme qu'en commission, on a tous dit dans la commission de bien identifier cette enveloppe spécifique pour éviter qu'elle vienne manger sur le reste de l'enveloppe, oui, l'entretien des autres bâtiments. Elle était bien référencée comme telle. Il a juste été dit en commission que c'était un souhait de l'adjoint aux finances. Après, on peut comprendre effectivement de sanctuariser, entre guillemets, un volume financier de 200 000 euros par an en mettant en ER, mais à contrario, en mettant en projet, on ne s'interdit pas éventuellement à un exercice de faire 250, 300, 350 aussi. C'est aussi cette souplesse qu'il peut y avoir par rapport à sanctuariser 200 000 euros et figer 200 000 euros sur les ER. Je trouve intéressant de sanctuariser 200 000 euros sur l'enveloppe des églises. Il y a un petit raccourci là qui est assez réussi. Mais pourquoi pas, hein? Patrick, tu voulais reprendre? Oui, non, j'entends ce que dit Frédéric. Mais comme on l'a dit et comme le dit Carole, dans le passé, on a eu l'occasion aussi d'avoir besoin de travailler de manière exceptionnelle et on a aussi su trouver dans les enveloppes imprévues la capacité à faire ces dépenses supplémentaires. Voilà, c'est juste un débat que je lançais. Il n'y a pas de. Oui. Voilà, moi ma lecture même, c'est plus comme ça que je la verrai. Maintenant, elle sera comme elle sera. Je pense qu'on se retournera vers la commission et on reverra parce qu'effectivement, c'est juste une histoire d'écriture. Sanctuariser les 200 000, c'est les remettre tous les ans et savoir qu'on a un programme sur l'ensemble des églises qui représente ça. Qui sera, comme ça a été dit par Frédéric, ou suffisant ou pas suffisant. Mais je crois que ce que Carole porte, et c'est important, on a des églises où il y a des vrais travaux, enfin des vrais. Les 200 000 ne suffiront pas, quoi. On a des gros travaux à faire dans certaines églises, et là, il faudra les flécher, les tracer comme des projets à part entière et pas uniquement de l'entretien, même si c'est du gros entretien, de l'entretien régulier. Je crois que voilà. Mais moi on entend et on peut. Ça a été décidé en commission, mais c'est pas figé en tant que tel, ou du moins c'est un élément qu'on peut prendre en compte et regarder comment ça fonctionne cette année et pointer les choses pour l'année prochaine après. Carole, ça va? Très bien, très bien. Bon. C'est bien résumé, c'est sûr. Les bâtiments. Alors, donc, les 4 dernières ER, donc ER 3, 4, 5, 6. Donc, les bâtiments, 550 000 euros. Matériel immobilier, 200 000 euros. Informatique, 130 000 euros. Et foncier, 250 000 euros. Avec une petite précision qu'on a souhaité effectivement indiquer, c'était notamment sur tout ce qui concerne matériel immobilier, informatique, une répartition un petit peu, notamment, donc, entre les différents secteurs, hein, donc l'éducation, la culture, technique. De la même façon sur l'informatique, hein, au niveau des achats des écoles. Voilà, donc les achats pour les services administratifs. Juste pour le petit clin d'œil par rapport aux documents qui vous ont été distribués avant la séance et à l'extérieur, effectivement, si toute l'éducation appartient à l'éducation nationale, je vois pas bien pourquoi on a 130 000 euros, dont 38 000 euros d'achat d'écoles d'informatique et 58 000 sur l'éducation. Ça veut dire qu'on ne laisse pas nos écoles ou les enfants sans ressources et que les communes, de toute façon, en dehors de leurs obligations, participent aussi sur des choix qui sont les leurs au fonctionnement de l'éducation nationale. Claire Vial. Non, juste pour dire que sur ce principe, c'est lié aux lois de décentralisation. Il y en a eu 3, hein. Et que cette volonté, entre autres, de l'État de rapprocher notamment l'école et les problèmes de l'école des citoyens et de la démocratie la plus proche possible de proximité. Mais en ce qui concerne l'État, il n'a absolument pas abandonné ses compétences et prérogatives régaliennes.
Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'une territorialisation de l'éducation, puisque de ce fait, par ses compétences régaliennes, l'État conserve les concours, les programmes et le recrutement et la gestion des personnels, ce qui est l'essentiel. Merci de cette précision. Par rapport à ces dernières enveloppes, les 4 dernières, avez-vous des commentaires ou des questions? À la fois les montants sont indicatifs, mais ça permet de voir un peu comment sont les choses. Et puis, le libellé, oui, de chaque enveloppe permet de cerner un peu ce qui sera fait à l'intérieur des enveloppes régulières. Donc, à côté de ces enveloppes régulières, donc, il y a la liste des projets. Donc, les projets voiries, donc 1,50 million. Les projets prioritaires, donc, qui figuraient, donc, dans le document synthétique, hein, sur la section d'investissement, à hauteur de 1,806 million €, donc, entre, donc, le groupe scolaire de Cornay, le fonds de concours voirie et le déficit du bas Jubot, hein, donc, par rapport au CRAC qui a été, adopté en conseil municipal, dernièrement. Et donc, les projets complémentaires, hein, donc, si on peut dire des projets nouveaux, hein, donc, ils seraient inscrits sur ce budget 2021 à hauteur de 1,939 million €. Donc là, donc, je vous laisse lire également, donc, la répartition qui pourrait être faite entre les affaires générales, l'aménagement, bâtiment, éducation, espace public, grande mutation de technique, la voirie et le programme urbain. Donc, on fera un petit focus après sur cette dernière ligne. Juste avant, pardon, sur l'aménagement, parce que la diapo ne passe pas à l'écran complètement. Les projets complémentaires, les affaires générales, c'est signalé. Les aménagements, frais de viabilisation pour parcelles à bâtir en zone U. Il y a aussi des aides financières au prêt à taux zéro et on met dans cette enveloppe des acquisitions de terres agricoles pour réserve foncière. Voilà ce qui est écrit. Voilà à quoi correspond, la partie aménagement. Donc voilà, sur cette slide, je vous laisse la lire également. Donc encore une fois, ce n'est pas tout l'investissement ligne à ligne, mais des exemples de rattachement. Et donc TEVAS, hein, toujours tourisme, événementiel, vie associative et sport. Donc voilà ce que pourrait être donc notre budget 2021 tant en fonctionnement qu'en investissement. Donc c'était les dernières slides effectivement dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire. Mais il y a peut-être des questions préalables. Oui, et puis peut-être revenir sur une ligne quand même du document d'avant parce que elle est importante et on n'a pas eu l'occasion d'en parler. C'est programme urbain, les Magnolias, point d'interrogation. Les Magnolias, c'est la zone de Cornay où se trouvent les entreprises, moi je dis Dispac, mais ça s'appelle plus comme ça, où il y a la boulangerie qui est à peu près sur le rond-point de Bonnet-Cornay, là. Hein, il y a la boulangerie en haut, un bâtiment derrière, puis derrière on trouve l'entreprise voisin, etc. C'est une zone qui peut être urbanisée. Quand vous venez de Bonnet, que vous descendez sur Cornay, si vous tournez à droite, j'ai plus le nom de la rue, Bellevue, qui mène à l'autre rond-point, là où sera l'école future. Sur la gauche, vous avez des pavillons, c'est une zone pavillonnaire. Sur la droite, par contre, il y a quelques pavillons, mais quelques entreprises. Ces entreprises ont sans doute vocation à traverser la 347 et aller de l'autre côté dans la zone ActiPark. Il y aura peut-être dans les mois qui viennent ou les semaines qui viennent des opportunités par rapport à ça. Pour créer une réserve foncière, et c'est surtout pas neutre. On reviendra et on aura l'occasion d'en reparler. Là, c'est juste un point d'interrogation parce que le point d'interrogation est la seule réponse aujourd'hui à cette zone. On ne sait pas. Par contre, dans les programmes qu'a présenté tout à l'heure Frédéric Panier, si on réalise l'ensemble des programmes sur le mandat, les gens qui siégeront sur le mandat prochain n'auront pas forcément beaucoup de possibilités de développement
de zones d'habitat parce que on aura en un mandat purgé une grande partie de nos droits. Donc on est attentif à ça. Être élu, c'est avoir une vision, c'est se projeter sur l'avenir. Et donc, effectivement, on se dit qu'on aura peut-être une opportunité sur la zone des Magnolias de faire une réserve foncière pour densifier le bourg de Cornay. On est là sur une zone qui est totalement hors d'eau, mais on est sur une échéance de réalisation de cette zone qui peut être de 6 ans, 8 ans, voire 10 ans. On est plutôt sur l'esprit d'une réserve foncière, sauf si on arrive à trouver des solutions avant. Voilà, je voulais comme ça paraît là, je voulais vous en faire part. Ça pourrait modifier les équilibres du budget. Donc là, on est bien dans un document d'orientation, un débat d'orientation. Donc on en parle, mais j'aimerais qu'on puisse lever assez rapidement ce point d'interrogation. Bien sûr, ça se travaille aussi avec Angers-Loire Métropole, puisque il y a des entreprises sur cette zone et la responsabilité de l'implantation des entreprises appartient à Angers-Loire Développement, Aldev. Donc c'est toute une négociation qu'on fait, mais Daniel Rowe, à la fois maire délégué de Cornay et en charge de l'urbanisme à Loire-Othion, suit de près ce dossier et on aura peut-être des précisions à vous apporter prochainement. Vas-y. Donc, comme je vous disais, donc c'était la fin de la présentation de ce débat d'orientation budgétaire. Donc, on laisse quelques instants effectivement pour des questions complémentaires ou supplémentaires par rapport à la présentation qui vous a été faite. Voilà. Avez-vous des questions par rapport à ce... Oui, pardon. Laurence Brossard. Excusez-moi. J'ai juste une petite question. Laurence Brossard. Oui, j'ai juste une petite question rapide. Sur l'avant-dernière slide, on parle de mise aux normes bateau et ponton, bateau au pluriel. Ça sous-entend que le deuxième bateau n'est pas vendu? Non, le deuxième bateau n'est pas vendu. Comment on veut le appeler? C'est une bonne remarque. Le deuxième bateau n'est pas vendu. Il n'y a qu'un bateau qui tourne et qui tournera sans doute cette année. L'année dernière, ça a été le cas, ce qui permet de mieux ramasser notre activité. On a une vraie difficulté et un vrai sujet sur les pontons. Pourquoi je dis ça? Vous allez comprendre rapidement. Les pontons, c'est effectivement l'embarquement des passagers. Ils doivent être absolument sécurisés, correspondent à des normes très précises. Et la Loire étant capricieuse, on n'embarque pas toujours au même endroit. D'où actuellement notre, non pas à la fois volonté, mais c'est surtout aussi possibilité. Puis le port Saint-Maur à Laménitré, qui avait à son époque été aménagé par la communauté de communes Loire-Othion, correspond bien, parce qu'il a une entrée, une sortie, donc pour les cars et tout ça, c'est plutôt bien, il y a des toilettes, ça fonctionne bien. Néanmoins, si on pouvait revenir sur notre territoire assez régulièrement, ce serait bien. Sauf que les pontons demandent des aménagements en bord de Loire qui sont importants, avec des ancrages, pour faire qu'ils soient aux normes et que les gens puissent monter sur les bateaux en toute sécurité. L'année dernière, on avait essayé de faire le choix d'un ponton mobile. Ça a été compliqué. Les services de la Loire ne l'ont pas homologué ou n'ont pas souhaité l'homologuer. Donc on l'avait un peu commandé, mais il est resté sur le camion et il est reparti chez le fournisseur. Néanmoins, on va retravailler pour essayer de voir comment on peut faire. Parce qu'on peut très bien démarrer la saison à Laménitré, puis en cours de saison, si la Loire le permet, avoir un embarquement à Saint-Mathurin, devant la Maison de Loire, ce qui permet de bien coupler les billets visite du site et Maison de la Loire. Et c'est toujours mieux pour la Maison de Loire de recevoir les gens et de dire vous embarquez en bas du port là. La difficulté, c'est que voilà, il nous faut trouver le bon outil. Donc, par contre, le second bateau est à vendre, ou du moins on l'a fait savoir. Les offres aujourd'hui que nous avons ne correspondent pas du tout à la valeur du bateau et à ce qui pourrait être acceptable. Parce que si on veut un nouveau ponton, on aimerait bien récupérer un peu d'argent sur le premier bateau, qui est un bateau avec un moteur inboard Perkins, situé au milieu du bateau, un moteur diesel, qui est le premier bateau. Donc je sais plus quel âge il a, mais un certain âge maintenant. Mais l'offre qu'on a eue pour le moment
ne correspond pas du tout à ce qui peut. Enfin, c'est pas décent. C'est pas décent. Donc, il y en aura d'autres, je crois. Il y a une autre piste pour ce second bateau. D'autres questions? Oui, Jean-Louis Ézéchiel, pardon. Merci. Oui, juste une petite précision. Tout à l'heure, sur la slide 12, je suis désolé de revenir un petit peu tardivement. Quand on était dans le rapprochement des ratios, vous parliez de la communauté de communes Brissac-Loire-Aubance. C'est la nouvelle communauté de communes ou c'est la commune nouvelle Brissac-Loire-Aubance? C'est une bonne remarque. C'est la commune nouvelle Loire-Aubance. Oui, parce que c'est pas une communauté de communes puisqu'elle a été dissoute en 2016. Je l'ai noté, mais tu as raison. C'est la commune nouvelle Loire-Aubance parce que la communauté de communes, c'est Layon Loire-Aubance. Enfin, je sais plus d'ailleurs. Loire-Layon-Aubance, qui est de Saint-Rémy, puisque Saint-Rémy-la-Varenne fait partie de la commune de Brissac jusqu'à Ingrande pratiquement. Et ils ont un budget qui n'est pas du tout de cet ordre-là. Non, c'est ta raison, c'est la commune Loire-Aubance. Merci. Patrick Chartier. Oui, donc dans la lecture globale donc du budget 2021, on constate avec plaisir qu'il n'y a pas d'appel à l'emprunt et pas de prévision de hausse d'impôts. Alors quand je dis c'est bien qu'il n'y ait pas d'emprunt, c'est pas non plus satisfaisant dans le sens que moment où on est capable de supporter de l'emprunt, faire de l'emprunt pour investissement, c'est toujours intéressant. Mais en tout cas, le budget est établi sans ces éléments-là. Par contre, on n'a aussi aucune dépense imprévue en investissement, ce qui laisse supposer que si on a un moindre dérapage de projet, notamment style les Magnolia, ça veut dire qu'on devra quand même, je pense, faire appel dans ces conditions, notamment à l'emprunt pour satisfaire l'équilibre. D'autant que, comme on le disait, les subventions, alors je voulais avoir peut-être une information si c'est possible, mais là, on met 400 000 de subventions notifiées. Ce sont des subventions notifiées sur les nouveaux projets 2021, ou bien est-ce que parce que l'année dernière, donc en règle générale, on parle toujours de subventions notifiées. C'est ce que l'on faisait pour des raisons de prudence et c'est bien d'avoir continué dans cet esprit. L'année dernière, on avait prévu 700 000, on a touché que 100 000. Et ça signifie que tous nos projets sont sans doute pas aboutis, mais aussi que on doit avoir des subventions en attente de versement. Ma question, c'était est-ce que ces subventions d'attente de versement le sont dans les subventions, puisqu'on a fait un apurement des restes à réaliser, semble-t-il. Est-ce que les subventions de 400 000 sont des subventions notifiées sur l'exercice précédent ou sur le réel exercice 2021, ou bien est-ce que les subventions non perçues en 2020 ont été défalquées des restes à réaliser en dépenses? Frédéric va te répondre sur cette partie-là. Moi, je vais te répondre sur la première partie de ta question qui était effectivement, on l'a dit, on l'avait un peu, enfin je l'avais présenté en commission finance, qui était donc le conseil municipal, réuni en privé, si je puis dire, pour dire que tout nouveau projet fera, si c'est nécessaire, l'objet d'une décision modificative et qu'il faudra qu'on le finance. Et tu as complètement raison. Je l'avais pas dit, mais je me doutais bien que tu allais venir. Sur la zone des Magnolias, c'est le cas. S'il y avait à créer cette réserve foncière et que ça se fasse maintenant, oui, on l'inscrira au budget et on la financera sans doute par un emprunt, puisqu'on n'a pas un taux d'endettement très élevé et qu'aujourd'hui les taux restent bas. Et il faut faire attention. L'emprunt, c'est effectivement, c'est pas toi que je vais le dire, c'est un volume. Comment dire? Le montant des emprunts est important sur notre budget, mais le remboursement des intérêts est extrêmement important. Et on peut avoir des écarts forts par rapport à ce qui se faisait il y a quelques années. On a des taux actuellement qui sont faibles, donc pour des montants d'emprunt importants, on peut avoir quand même des montants de remboursement d'intérêts qui sont aussi, eux, très contenus. Donc on ne s'interdit pas, pour des projets précis, de recourir à l'emprunt, mais on reviendra dans ces cas-là sur un projet précis avec le Conseil pour inscrire une décision modificative au budget qui viendra prendre en compte les projets. On se dit que on va le tester. C'est un peu
par rapport à justement aux sommes inscrites précédemment, on essaie d'être dans quelque chose d'assez vertueux et un budget sincère. Le budget est sincère par définition, mais vertueux dans le sens où tous les nouveaux projets devraient faire l'objet d'une négociation en conseil pour pouvoir inscrire une décision modificative. C'est un principe qu'on a posé au début du mandat. Voilà, on va le tenir, mais oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas effectivement de dépenses imprévues ou de choses. Il n'y a pas beaucoup de gras, c'est un budget sincère par rapport à ce qu'on annonce. Frédéric. Non, simplement les 400 000 euros effectivement de subvention, ce sont sur des opérations qui étaient en cours. Effectivement, on est sur des fins d'opération éventuelles, donc des subventions qui ont déjà été notifiées préalablement, qu'on n'a pas encore perçues. Voilà. D'accord. Merci. Hicham El Bari. La baisse des recettes en lien avec elle semble être actée, la perspective de la baisse en lien avec la baisse de la DSU et de la DSR. Moi, juste ma question, c'est comment on envisage la perspective d'augmentation ou du respect de la question du logement, des logements sociaux. Comment on envisage parce que vous évoquiez, Monsieur le maire, tout à l'heure la question de l'échange avec les députés et le versant aussi DSU. Comment il peut être envisagé sur les perspectives des années à venir du mandat et notamment les perspectives d'augmentation des logements sociaux. Ça permettrait de répondre en partie à cette question-là. C'est bien sûr une bonne question, Hicham. Donc, c'est la réponse à cette question de comment on va développer le logement social pour essayer d'être dans les clous de la DSU, par exemple. C'est d'avoir une attitude offensive par rapport à ça. J'en veux, par exemple, que nous avons acté avec à la fois les services de façon à ce que ce soit repris par les bailleurs sociaux, le fait que sur Belgantière et les Fourneaux, on va faire 30% de logements sociaux sur le programme, ce qui est l'obligation d'Angers-Loire Métropole. On a deux obligations, il nous faut 20% de logements sociaux sur l'ensemble du territoire, et notre appartenance à Angers-Loire Métropole fait que tout nouveau programme doit porter 30% de logements sociaux. Donc on va l'appliquer. C'était pas tout à fait ce qui était prévu au début, mais on va l'appliquer dès maintenant. Et puis sur des programmes un peu différents, je pense à la minoterie sur Saint-Mathurin ou des choses comme ça. Eh bien, on va essayer d'être sur des logements sociaux au maximum dans toutes les communes là où il y a des projets. Donc 30% sur tous les nouveaux projets. Et quand on a des projets qui se réalisent, on essaie de regarder. Et puis on va travailler, mais c'est à la marge, avec parce qu'il y a quelques lotissements privés ou des choses comme ça, pour faire que les gens intègrent des logements sociaux dans les programmes. Daniel Roux, tu peux compléter? Oui, par rapport au lotissement privé, oui, on a pris la décision aujourd'hui de proposer à tous les lotisseurs privés d'intégrer dans leur programme au minimum 20% de logements sociaux. Alors ça va être compliqué, 20 ou 25, mais 20 pour les petites structures. Hein. Mais ça va être compliqué parce que l'objectif d'un lotisseur privé, c'est de gagner de l'argent. C'est pas comme un bailleur social. Un bailleur social, lui, l'objectif, c'est de boucler son opération, pas forcément de gagner de l'argent. Mais un lotisseur privé, lui, son objectif, c'est de gagner de l'argent. Donc ça va être assez compliqué, mais on va l'imposer à chaque fois. Et puis on va essayer de comptabiliser tout ce qui peut être comptabilisé pour justement répondre à nos obligations. Par rapport aussi à nos obligations, un exemple, le futur éventuellement programme sur l'hôpital, ça serait un programme à 100% de logements sociaux, qui est en plein cœur de bourg. Alors, encore une fois, logements sociaux, on est bien d'accord, 65 à 70% de la population française a droit aux logements sociaux. 72 aujourd'hui. 72 ?
Donc tu vois, donc ça veut dire que ça peut être des primos, des gens qui arrivent pour la première fois, des jeunes ménages, et c'est ce qu'on espère, de manière à ce qu'il y ait aussi du turnover dans les écoles et que ça ramène des enfants dans les écoles de Loire-Othion. Je vous remercie de cette précision, monsieur le maire, parce que le regard sur les logements sociaux n'est pas toujours ce qu'on pense. Mais merci beaucoup, en tout cas. Non, c'est un regard positif. Sophie Coutan. Oui, je voulais juste revenir sur justement bien dans le micro, Sophie, parce que cette répartition là que vous annoncez. C'est des choses qui ont été proposées en commission, qui a arbitré sur les 20%, etc., sur les 100%, sur le projet de la Grange. Vous êtes basé sur quoi déjà C'était évoqué dans les commissions, plusieurs commissions d'urbanisme. Ok. Merci. Oui. Mais néanmoins, on est sur des prévisions, puisque le lotissement de la Grange de l'Hôpital, pour le moment, il est sur papier. Il n'existe pas du tout dans les faits, et on n'a encore rencontré aucun bailleur social par rapport à tout ça. On sait qu'on a des bailleurs sociaux qui sont intéressés par le territoire, ça, il n'y a pas de problème. On travaille avec 3 bailleurs sociaux, Podelia, Maine-et-Loire Habitat et Angers Habitat, qui fait partie des LM. Sachant que sur un programme comme l'hôpital, ils sont intéressés parce que les terrains sont pratiquement nus. Ça va, Patrick Chartier? Oui, non, je faisais des signes à Daniel tout à l'heure. Par rapport, quand je faisais ça, c'est en fait la proposition, c'était notamment pour les lotisseurs privés à partir de 10 logements. Oui, hein, c'est ça. Et pour l'hôpital, effectivement, dès le départ, c'est une intention à 100% logements sociaux. On est complètement d'accord. Ouais. Bien, s'il n'y a pas de questions, on va tout à l'heure délibérer dans un deuxième temps pour que nous prenions acte qu'on avait bien eu ce débat d'orientation budgétaire. Là, il y a une dernière slide, mais qui est vraiment la conclusion, mais qui a été dite à la fois par Frédéric Panier et moi-même. Une situation financière qui mérite la maturation de notre commune nouvelle. C'est bien notre objectif de reconstituer une capacité d'autofinancement plus importante pour permettre un plan de pluriannuel d'investissement ambitieux. Il y a des questions sur les recettes, les dépenses, et voilà, la conjoncture en plus nous amène à revoir nos différentes politiques publiques et les niveaux de service ainsi que les priorités, sans quoi la capacité d'investir de la commune diminuera. C'est ce qu'on a dit tout au long de... Voilà. Alors il n'y a pas... Moi, c'est un beau budget. C'est un budget qui permet des projets nouveaux, qui permet d'assurer quand même dans chaque territoire de la commune des développements et des mises à niveau des équipements publics ou de l'espace public. C'est un budget assez ambitieux. Ce que je demande à tous les adjoints, c'est effectivement de bien travailler les projets de manière à ce qu'on ait le maximum de financement en amont. Mais ça, je l'ai déjà dit, je ne vais pas y revenir. Et puis, ça me permet, ce budget, de remercier Frédéric Panier, qui est l'adjoint en finance, et les services, avec une petite pensée pour Emmanuel Bétain, qui est parti donc à Angers-Loire Métropole, mais qui a participé au travail, et puis accueillir avec plaisir Pierre Ravenot, pour qui c'est le baptême du feu ce soir, puisqu'il a travaillé avec Frédéric Panier, et que c'est son premier budget en tant que tel, où il a été effectivement à la manœuvre pour caler toutes les choses, les colonnes, les chiffres, les dépenses, les chapitres. Donc voilà, je voulais le remercier, ainsi que les services qui ont participé à l'ensemble de ce document, et pour permettre le débat d'orientation budgétaire. Si vous voulez bien, on va... voilà, je vais vous demander tout de suite, on va passer à la délibération qui permet d'acter, de prendre acte, puisque c'est pas un vote du document, c'est juste le fait de prendre acte que ce budget que ce débat a bien eu lieu. Il doit se dérouler dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget, donc comme on votera le budget le 2 mars, voilà. Je vous propose de prendre acte de la tenue du débat des orientations budgétaires 2021.
Je vous pose la question, y a-t-il des abstentions sur ce prendre acte, des voix contre? Je vous remercie. Donc, on note en ce sens. Deuxième dossier de la soirée, le projet de pacte de gouvernance. Les slides l'expliquent et vous avez eu les documents. C'est donc la loi du 27 décembre 2019, la fameuse loi relative à l'engagement dans la vie locale de la proximité de l'action publique, dite loi engagement et proximité. C'est donc cette loi qui permet, ou qui ne permet pas, qui impose, pardon, qui prévoit la mise en place d'un pacte de gouvernance entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. Donc pour nous, Angers-Loire Métropole, notre PCI. Donc il doit être adopté dans les 9 mois. On a siégé en juillet, donc on est juste dans les temps et c'est bien. Ça permet de définir les liens et comment fonctionne cette intercommunalité. Donc vous avez dans le document, et vous l'avez vu, une carte et puis un préambule, les principes fondateurs, les valeurs fondatrices, les principes d'action, etc. Vous avez certainement lu avec beaucoup d'intérêt tout ça. Donc il a été approuvé par le Conseil de communauté d'Angers-Loire Métropole le 14 décembre 2020. Et donc, il réaffirme effectivement les valeurs, la complémentarité entre l'intercommunalité et les communes, et puis les modalités d'association de la population à la conception, de la mise en œuvre ou à l'évaluation des politiques publiques. Donc, il est conclu pour la durée du mandat communautaire 2020-2026. Il définit, vous l'avez vu, l'association des communes, la subsidiarité, le dialogue permanent avec les communes, les organes de décision. Ça permet de repréciser ce qu'est le conseil communautaire, la commission permanente, les commissions thématiques, les conseils communautaires privés, les séminaires. Et on en aura un en juillet normalement si tout va bien. Les commissions spécialisées, le comité de pilotage, voilà, des groupes de travail, l'assemblée, l'information des élus municipaux. À ce titre, normalement, et j'espère que ça va se faire assez vite maintenant, mais vous savez comme on l'a dit que ALM comme Angers a été victime d'une attaque, une cyberattaque un peu forte, voire très forte. Bon, je crois que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été récupérées sur les agendas, les messages ou les messageries, tout ça, mais c'est pas tout à fait terminé. Mais vous devriez, tous les conseillers municipaux, être destinataires en dématérialisé de l'ordre du jour et de la commission permanente, de l'ordre du jour du conseil communautaire et des documents afférents à ces différentes instances. Donc c'est quelque chose qui va se mettre en place et qui répond, je le sais, à certaines de vos interrogations, des interrogations de certains ou certaines sur qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se dit et pourquoi on n'est pas au courant. Donc ça fait partie du pacte de gouvernance et de l'obligation de la loi surtout d'informer l'ensemble des conseillers municipaux, donc de tous les conseils municipaux d'Angers-Loire Métropole, de la transmission des documents, des ordres du jour et des contenus des projets. Voilà. Avez-vous des questions par rapport à ce pacte de gouvernance ? Oui, pardon. Bernard Panefieux. Oui, moi je regrette que n'y soit absolument pas abordée la question des finances et notamment dans quel sens les flux financiers sont constatés. Alors, la loi impose un pacte de gouvernance et on aura, dans un deuxième temps, un pacte fiscal et financier entre Angers-Loire Métropole et nous, qui sera avec l'ensemble des communes, mais qui est à l'étude et qui n'est pas, enfin, qui est proposé, qui va être travaillé. Effectivement, les choses se recalant sur les dotations, sur les attributions de compensation, etc. Mais c'est donc un autre document. Ce que je vous dis des informations de tous les conseillers dans la loi et pas dans le pacte de gouvernance, mais c'est dans la loi. Ça va par rapport à ça ?
Est-ce qu'il y a des questions? Je soumets donc au vote et je vous propose d'approuver ce projet de pacte de gouvernance. Y a-t-il, je vais demander de lever la main, ça va être plus simple, lever la main pour ceux qui approuvent ce pacte de gouvernance. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Pardon, oui, une opposition ou une abstention? Excuse-moi, j'ai pas... Une abstention. Donc une abstention, Bernard Panafieux. Je vous remercie pour... voilà, donc on va transmettre à Angers-Loire Métropole. Désignation au sein du conseil d'école de Bonnet. C'est une délibération toute simple, je vais la présenter parce que j'ai pas prévenu Claire, mais c'est vraiment très simple. Ça correspond à la prise de fonction de Audrey Revero comme maire déléguée de la commune de Bonnet. À ce titre, elle siège au conseil d'école et le conseil, je vous propose d'acter cette position et de désigner Audrey Revero en lieu et place d'Alain Coste pour siéger au conseil d'école de l'école primaire Louise Michel de Bonnet. Y a-t-il des abstentions? Des voix contre? Je vous remercie. Donc, te voilà avec une mission de plus. Session de parcelles, commune déléguée d'Andard. Daniel Roux. Merci. Donc, 2 délibérations. Donc, une première qui est une session de parcelles sur la commune déléguée d'Andard. Donc, c'est Madame Girard Isabelle qui souhaite acquérir une parcelle de 345 mètres carrés. Donc cette parcelle se situe aux Chapelles, où il y a le petit centre équestre là. Et donc c'est la 256, donc celle qui est entourée là. Et cette parcelle là aujourd'hui, elle appartient à la commune. Et son passage pour l'entrée de son manège, vous voyez en pointillé, a accès par cette parcelle là. Donc c'est une parcelle qui est une parcelle communale qu'on entretient. Donc, elle souhaite acquérir cette parcelle pour pouvoir avoir accès à son centre. Donc, cette parcelle de 345 mètres carrés. Donc, il y a eu un avis favorable du groupe Travail Acquisition du 19 novembre 2020. Cette parcelle ne présente pas d'intérêt particulier pour la commune, si ce n'est que l'entretien aujourd'hui. Donc, on vous propose de céder à Madame Girard-Isabelle cette parcelle de 345 mètres carrés, située les Chapelles-Andard, au prix de 30 centimes d'euros le mètre carré, les frais de notaire étant à la charge de l'acquéreur. Et d'autoriser, moi ou Monsieur le maire, à signer les actes. Des questions? Je n'en vois pas. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Il en sera fait ainsi. Dernière délibération, l'acquisition des parcelles cadastrées, oui. Commune déléguée d'Andard et Brin-sur-Lotion. Ils sont là, les bips, là? Oui. Alors, une particularité que je vais vous expliquer sur cette parcelle. Donc, les copropriétaires de ces parcelles qui se situent au Bataillère à Andard pour 1260 mètres carrés, c'est celle qui est en haut. Et l'autre, les Prébas à Brin pour 7335 mètres carrés. Donc, les copropriétaires de cette parcelle souhaitaient faire don de ces biens à la commune. Donc, ces parcelles sont classées pour la celle d'Andard en zone agricole et zone naturelle. Et la parcelle qui est située à Brin est dans l'espace naturel sensible, donc qui est quand même intéressante pour nous, du Marais d'Andard et de Brin-sur-Lotion. Donc, dans le cadre de faire une donation, ça pose problème, parce que je vous explique pourquoi. Dans le cadre d'une donation, les vendeurs absents à la signature doivent établir une procuration notariée. Et là, on est devant un problème parce que un des donateurs habite au Bénin. Et au Bénin, il n'y a pas de procuration possible faite chez un notaire. Donc, on ne peut faire l'acte que si on achète la parcelle à l'euro symbolique. Et là, il n'y a pas besoin de procuration. Donc c'est d'une donation, en fait, on va devenir acquéreur de ces 2 parcelles, pour l'euro symbolique, pour pouvoir régulariser. Donc c'est pour ça que vous voyez que l'avis favorable du groupe de travail urbanisme opérationnel date de juillet 2019. On a essayé depuis ce temps-là de trouver une solution, mais on n'arrive pas à trouver. La seule solution, c'est d'acquérir ces 2 parcelles pour l'euro symbolique.
Et là, il n'y a pas besoin de procuration, c'est le notaire ou le clerc de notaire qui aura la procuration pour signer. Donc ces deux parcelles, on vous demande donc d'accepter l'acquisition de ces deux parcelles au prix de 1 € pour l'ensemble des deux parcelles et les frais de notaire étant à la charge de la commune. Donc et d'autoriser monsieur le maire ou moi-même à signer les actes. Donc une des parcelles est intéressante puisqu'elle se trouve dans l'espace naturel sensible de Brin, donc qui va permettre, à côté de parcelles des gens qu'on avait acquises et qui jouxtent, donc ça va vous permettre d'étendre un petit peu plus cette zone-là, et puis ça va nous permettre aussi, comme on en a parlé assez souvent, de pouvoir travailler sur nos zones humides et avoir des compensations justement de par l'acquisition de ces parcelles. Donc il ne faut pas hésiter quand on en a. Voilà. Monsieur le maire. Merci Daniel. Y a-t-il des questions? Je soumets donc au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des voix contre? Je vous remercie. Eh bien, c'est pratique d'être filmé puisqu'on arrive à la fin de la séance de ce conseil de février. Juste une petite information avant de vous passer la parole, mais vraiment juste pour dire que il y a des choses qui vont bien. Hier en commission permanente de l'agglomération, on a acté, comme à chaque fois, le fait qu'il y avait un certain nombre de gens qui bénéficiaient d'une subvention pour participer à l'achat parce que la subvention est de 200 €. On l'avait évoqué ensemble pour participer à l'achat de vélos électriques. Et Loire-Othion, on a à chaque fois environ une douzaine de personnes qui demandent une subvention de 200 € pour acheter des vélos électriques. Donc il y a 50% à peu près qui sont des vélos de l'agglomération et puis le reste 50% sur l'ensemble d'Angers-Loire Métropole. Et il n'y a pas sur Loire-Othion, il y a tout le temps un courant d'achat de vélos électriques. Donc je le dis ce soir pour que, en plus, vous puissiez éventuellement en faire la publicité si vous le souhaitez, si vous êtes porteur de ce projet, de dire qu'il existe toujours, par le biais d'Angers-Loire Métropole, mais pour nous, à notre titre, une subvention de 200 € sur l'achat des vélos électriques. Voilà, c'est une information par rapport à la transition écologique. Je vous laisse la parole pour des questions diverses. Didier Rouget. Oui, c'est simplement une information. Les travaux du Carrefour, du rond-point de la Crémaillère, sur la 347, vont commencer le 22 février pour une durée de 5 semaines. C'était pas à titre d'info. Ça va certainement aider à fluidifier. N'est-ce pas? On a fait avancer les travaux quand même d'une dizaine de jours pour que le plus gros des travaux se fasse pendant la période de vacances scolaires. D'accord. Merci Didier. Y a-t-il d'autres informations à partager? Oui, Jean-Louis Ézéchiel. Une petite question. Depuis quelque temps, on a vu 2 piliers et un portail qui étaient posés à l'entrée de Cornet. Est-ce qu'il y a une signification? Est-ce que ça représente quelque chose? Parce qu'on n'en a pas eu d'informations particulières, donc... Mon voisin me dit que ce sont les journées portes ouvertes de Cornet. D'aucuns nous ont dit que c'est le portail web. Alors la vérité, Jean-Louis, j'ai la même surprise que la tienne. J'ai vu 2 piliers, je ne savais pas ce que c'était. Et le temps que je me renseigne, il y avait un portail de montée, donc ça a été prévu avant les élections, et c'était quelque chose qui était dans les tuyaux du service Espace Vert, je crois. Monsieur le maire, délégué de Cornet, vous avez la parole. Daniel. C'est un projet qui a été porté par le service des Espaces Verts sur le dernier mandat qui avait été présenté, 2 fois en conseil communal à Cornet. Et le projet du portail avait été acté aux 2 fois par le conseil communal. Par contre, ce qui n'avait pas été acté, c'était la végétalisation qui était faite de cette entrée. Parce que l'objectif, c'est de marquer l'entrée du bourg avec ce portail.
Une première ébauche a été faite par les services concernés, les services espaces verts, que j'ai refusé moi parce que c'était pas convenable. Donc il y a une deuxième proposition qui va être faite, qui sera présentée en conseil communal, hein, et on validera ou on verra. Alors l'opportunité de ces portails, c'est des portails qui ont été donnés par une personne à la commune de Cornay. Donc ils ont été récupérés par les ateliers, et donc l'objectif c'était de les installer quelque part pour montrer à cette personne que voilà. Mais il y a toute une étude qui va être faite autour, qui va être refaite, parce que ce qui a été présenté on ne connaît pas du tout. C'était moche. Donc, il y a une nouvelle proposition qui sera faite et qu'on validera en conseil communal. Quand tu dis en conseil communal, c'est le groupe des élus de Cornay. Toute obédience convenue, prévue, quoi. L'ensemble des élus de Cornay, vous vous réunirez pour examiner ce dossier, parce que le conseil communal demande des convocations, etc. Et on a dit qu'ils sont créés, mais ils ne seront mis en place que si on en a besoin. Et je pense entre autres à des réformes sur le SCOT ou des choses comme ça, où là il faut réellement l'avis des conseils communaux. Donc, il y a un projet le groupe d'élus de Cornay, sous peu là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses ou demandes d'informations? Claire Vial, adjointe aux affaires scolaires. Ce n'est pas une question, c'est tout simplement parce que nous avons tous reçu en entrant dans la salle un document constituant un appel notamment aux 4 jours pour tous à l'école, avec un certain nombre d'argumentaires. Je n'y répondrai pas maintenant, dans la mesure où je souhaite donner la primeur à la commission éducation, et puis ensuite au directeur d'école et aux parents. Mais par la suite, je souhaiterais revenir pour apporter un certain nombre d'éclairages et de précisions à ces éléments qui sont indiqués dans ce document. Dont acte, Madame l'adjointe. Pas de problème, on fera le point au prochain conseil. Hicham El-Bari. Je profite juste du conseil pour faire un clin d'œil à l'Éclat qui a pris le label tiers-lieu. C'est pas rien, je crois que sur le département, ils sont 4e du coup avec 3. Donc voilà, c'était l'occasion quand même de transmettre les félicitations quand même à l'équipe qui a plutôt bien manœuvré pour obtenir ce label et qui ouvre la voie à pas mal d'autres projets. Donc c'est une belle reconnaissance en tout cas pour notre commune. Tout à fait, donc c'est le Bricolab qui est tout à fait, Fab Lab. Labellisé, retenu. Effectivement, tu as raison de le dire, et ça permet, comme tu le dis, de marquer notre attachement à notre partenaire, l'Éclat, voilà, sur ce dossier et les dossiers qu'il porte autrement. Mais oui, c'est une belle réussite et c'est bien pour notre territoire. Je vous rappelle que s'il n'y avait pas eu le Covid, on aurait été précurseur, je sais pas, mais ça aurait été un signe. On avait prévu de faire l'accueil des nouveaux arrivants à Cornay, dans cet espace, entre autres, cet espace et puis l'espace bibliothèque un peu plus bas, enfin médiathèque un peu plus bas. Mais le Covid nous a empêchés. C'est dommage parce que, enfin c'est dommage, c'est comme ça. Oui, c'est dommage, mais on est ravis effectivement qu'il y a un label par rapport à ce Bricolab qui est quelque chose d'intéressant, qui fonctionne bien, qui est assez fréquenté. Et qui permet des réalisations et surtout des rencontres et des échanges intergénérationnels de grande qualité. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres... Écoutez, je vais terminer ce conseil, donc le clore. La prochaine séance du Conseil, c'est le mardi 2 mars
L'heure, on la reprécisera. 18h, bon, c'était un peu c'était pas un peu, c'est un regard du couvre-feu de manière à ce que vous avez votre convocation. Donc, si vous aviez le moindre souci, vous donnez votre convocation. Voilà, on ne sait pas comment seront les horaires de mars, donc on vous communiquera l'heure à ce moment-là. Est-ce que ce sera 19h30 comme avant ou 18h? Je ne sais pas bien. On a, Marie-France me le disait, on a beaucoup de vigilance à la fois dans les écoles et sur les résidences quant à l'évolution de cette pandémie, de cette épidémie. Dans les résidences pour personnes âgées, c'est pas vraiment simple. On a une résidence qui est actuellement un peu isolée, celle d'Andard. Voilà, ben, ça me permet là aussi de donner un coup de chapeau à l'équipe en place parce que c'est pas tout simple, et de dire aussi qu'on a accueilli la nouvelle directrice Anne Boinard, qui est arrivée lundi. Et qui est sur Andard actuellement et uniquement sur Andard, alors qu'elle aura la responsabilité des deux résidences. Mais compte tenu des restrictions sanitaires liées à la résidence d'Andard, pour le moment, il vaut mieux qu'elle reste là-bas et qu'elle soit efficace sur cette résidence. C'est un peu le baptême du feu parce elle est arrivée lundi dans une situation qui n'était pas la plus facile ou la plus simple. Pour elle, il y a un nombre de gens contaminés assez important. Et donc, voilà, les choses se passent au mieux ou du moins se passent au mieux pour essayer de faire que on contrôle bien les choses, mais c'est pas simple. Oui, à ce propos, on est très en lien avec l'ARS, bien évidemment, et on est aussi à ce qu'il y ait des renforts un peu sur la résidence pour permettre aux personnes de vérifier et de veiller que les personnes soient bien déshydratées et s'alimentent bien. Donc, hydratées, pardon. Voilà, hydratées. Voilà. Et puis on a. Vous m'aviez bien compris. Voilà. On est très vigilant sur la résidence, effectivement. Et on a redéployé un peu de personnel, enfin la direction de Loire-Othion a redéployé un peu de personnel du fait qu'effectivement, par exemple, sur les locations de salles aujourd'hui, on peut pas dire qu'il y a une activité débordante. Donc ça a permis à des gens d'assurer du secrétariat parce que voilà, on est vous savez bien, ça vole toujours en escadrille et on était à un moment de changement de directrice avec un peu moins de personnel et c'est toujours là que les choses se passent. Donc c'est en train de rentrer dans l'ordre ou du moins de s'équilibrer, mais il a fallu s'adapter et faire au mieux. Mais voilà, les services prouvent une fois de plus leur capacité à s'adapter. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier, vous souhaiter une bonne soirée. Vous aurez le temps de manger des crêpes, ça va déjà être ça. On est la Chandeleur. C'est le jour des crêpes. Donc, profitez-en bien, bonne soirée et à bientôt.